Mon enfance ne doit pas être différente à celle des enfants de mon époque. C'est-à-dire que bon, on n'était pas riche, mais on mangeait bien à la maison, on mangeait à notre faim, il n'y a pas de problème. On était envoyé à l'école. Bon, le papa nous surveillait, il ne voulait pas qu'on joue au ballon, mais nous, on aimait ce sport, on se cachait, on jouait dans la rue avec les ballons en chiffon ou des balles de tennis. Et comme partout ailleurs, on a créé des petits clubs. Nous, on a créé d'abord les 11 Diables du ballon, après le Mamaya. Ça c'était en quelle année? C'était vers la fin des années 50. À la fin des années 50. Et justement après l'indépendance, le Mali a créé les équipes de pionniers dans chaque quartier. Et il y a eu des compétitions de pionniers. C'est de là qu'est parti souvent tous les grands joueurs que le football malien a connus entre 60 et 72. C'est ici, dans ce quartier populaire de Bamako, la capitale malienne, que le petit Salif Keita a passé une grande partie de son enfance. C'est également dans cette concession qu'il a découvert pour la première fois un ballon de football. Devenu grand, c'est au centre de formation professionnelle Soumarou Kanté que Salif Keita a usé plusieurs vêtements et paires de chaussures. Très prisé à l'époque, cet établissement technique secondaire a formé plusieurs générations de Maliens dans les disciplines telles que la mécanique auto, la comptabilité, l'ajustage, etc. Appliqué et consciencieux, c'est donc ici, dans cet établissement secondaire technique, que Salif Keita a connu une enfance simple, mais heureuse. Franchement parler, mon enfance a été bien. Je m'amusais, j'allais à l'école, j'étais heureux, j'avais pas de problème. Évidemment, des fois quand le papa n'était pas content, il donnait une petite correction, mais en dehors de ça, on ne faisait pas que jouer au ballon. On allait chasser les petits oiseaux, on allait chercher qu'on appelle les iguanes. On allait à la colline, la grande colline que vous voyez à Bamako, on allait chercher des arbres fruitiers, on allait chercher beaucoup de choses. Et puis on allait au cinéma pendant les vacances. Et comme le cinéma est à 200 mètres de chez moi, donc on y allait souvent. Et on jouait au baby-foot, on jouait à la pétanque. Et voilà mon enfance. Mais vous savez, je me suis transformé très vite quand je suis devenu une espèce de référence au Mali. Cela veut dire dès que j'ai commencé à jouer avec les pionniers, j'ai commencé à me faire connaître à Bamako. Et à partir de ce moment déjà, je me suis transformé. J'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est une référence. Grâce à ses talents exceptionnels de footballeur, Salif Keita devient une référence au Mali. Et malgré son jeune âge, les dirigeants du Real de Bamako, club mythique de la capitale malienne, lui font signer sa première licence. Ma première licence, je l'ai signée au Real en 1963. Et j'ai débuté tout de suite près au mois d'octobre. Et un mois après, j'étais sélectionné en équipe nationale pour jouer, participer aux Jeux des nouvelles forces montantes à Jakarta en 1963.
J'ai gagné avec le Real de Bamako, on a gagné 3 fois la Coupe du Mali. On n'y avait pas de championnat, c'était le vainqueur de la Coupe du Mali qui était considéré comme le champion. Donc j'ai été à la fois détenteur de la Coupe du Mali 3 fois et 3 fois champion. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs de jouer, de participer à la Coupe d'Afrique, à la deuxième Coupe d'Afrique des clubs champions, où on a eu à éliminer Loris de Douala en les battant à Yaoundé par 4 buts à 2. Et je me rappelle que j'avais marqué les 4 buts et on les avait battus ici à Bamako 3-1. Et on est arrivé en finale, on s'est fait battre par les Ivoiriens de la SEC du stade d'Abidjan par 4 buts à 1, alors qu'on avait gagné au match aller, voire 3 buts à 1. Auréolé de tous ces titres, Salif Keita Di Domingo décide de se lancer dans le professionnalisme. Ambitieux, il choisit Saint-Étienne, club français de première division. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, bon, il y faisait très froid. Puis vous savez, les Stéphanois, c'est un peu comme les gens du nord de France, c'est-à-dire que c'est les gens qui mettent du temps à nouer amitié avec quelqu'un, mais à partir du moment où vous êtes devenu leur ami, vous l'êtes pour toute la vie. Donc à Saint-Étienne, il a fallu m'adapter. Ma licence n'est pas venue très tôt parce que le gouvernement malien ne voulait pas me laisser partir. J'ai attendu 2-3 mois et quand la licence est venue, j'ai commencé avec l'équipe première le 19 novembre à Monaco avec Saint-Étienne. Oui, est-ce que c'est vrai que lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous avez pris un taxi pour dire je vais à Saint-Étienne? Oui, c'est bien vrai, parce que comme je viens de vous le dire, le gouvernement avait dit que j'étais intransférable, donc il n'était pas question que je parte. Alors que moi, je pensais qu'il fallait que je parte pour que ma carrière prenne une autre dimension. Parce que à la suite de la défaite du Real de Bamako à Abidjan, moi j'ai eu beaucoup de problèmes ici. Les gens ne m'ont pas pardonné d'avoir loupé un but. Alors que quand on regarde toute la compétition, le Real de Bamako avait joué, je ne sais pas, 6 ou 7 matchs et moi j'avais marqué 14 buts. Alors pour une fois, je n'avais pas marqué à Abidjan, bon, on m'avait pris en grippe. Donc quand j'ai vu ça, mes parents, mes frères surtout m'ont dit « vous mieux partir ». Alors comme il y a un Libanais qui était à Bamako, était supporter de Saint-Étienne, il a écrit à Saint-Étienne pour leur dire qu'il y avait un jeune qui pouvait leur rendre service. Bon, Saint-Étienne a répondu, il y a la correspondance et tout ça. Et après, bon, quand j'ai décidé de partir, j'ai dit au gars que je voulais venir, effectivement. Il a télégraphié à Saint-Étienne, on leur a dit quand je venais, tout ça. Moi, je suis passé par la Côte d'Ivoire, le Libéria, et où j'avais perdu mon argent. J'avais perdu tout mon argent que j'avais. Bon, j'ai pris un billet, Monrovia, Paris, Monrovia. Quand je suis arrivé à Paris, on devait me chercher. L'avion d'abord devait atterrir au Boucougé. À cause du brouillard, il a atterri à Orly. Et j'ai attendu M. Garonner qui devait venir me chercher. Il n'est pas venu. Comme j'avais peur que les gens de l'ambassade du Mali aussi viennent me chercher, tout ça, bon, je n'avais plus d'argent. Ce qui est venu en tête, je suis d'abord allé au comptoir. J'ai dit aux employés de UTA à l'époque, j'ai dit, moi j'ai mon billet, retour Paris-Libéria, mais je voudrais aller à Lyon, je voudrais savoir si vous pouvez changer ça de Paris-Libéria à Paris-Lyon. Ils ont dit non monsieur, il faut attendre l'avis de l'UTA, ça va durer 1 semaine, 15 jours, tout ça. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai dit bon, pourquoi pas prendre un taxi. Bon, j'ai vu un premier taxi, je lui ai montré les lettres de Saint-Étienne, il n'y a pas cru. J'ai dû discuter avec 2-3, je crois que le 5e ou le 6e qui a accepté, il a dit moi, je prends le risque, je vois ces lettres-là, je sais qu'elles ne sont pas fausses, et puis
il m'a amené à Saint-Étienne, il s'est fait payer. Et comment les dirigeants stéphanois ont réagi? Bon, c'était quand même inhabituel. C'était pas habituel. Enfin, en tout cas, les gens ont apprécié la vivacité de mon esprit. Ils ont dit, mais il fallait y penser, parce que d'autres, alors, à votre place, n'auraient certainement pas fait ça. Ils auraient poireauté à Paris, tout ça. Bon, toujours est-il que j'ai été tout de suite adopté par Batteux, M. Batteux, qui était l'entraîneur, qui a tout de suite aimé mon football. Et la moindre occasion qui s'est présentée par la blessure de Fefe contre Benfica en Coupe d'Europe m'a permis de débuter avec l'équipe de Saint-Étienne à Monaco. Si au plan football, tout va bien pour Salif Keita, en revanche, au plan affectif, l'enfant de Bamako se sent seul. Malgré toutes les sollicitations dont il fait l'objet de la part de jeunes Françaises, Salif Keita décide de rentrer au pays, chercher l'âme sœur qui saura se réjouir de ses joies et pleurer de ses peines. J'ai rencontré ma femme ici à Bamako lors d'une vacances. J'étais venu à Bamako en vacances et je l'ai rencontrée. Bon, tout de suite, il m'est venu l'idée de l'épouser. Donc j'ai fait ça sérieusement, j'ai demandé aux parents, les mères de l'enfant. Et puis ça a été accordé et on s'est mariés 2 ans plus tard. En quelle année? En 72. Et qu'est-ce que la femme, la famille représente pour vous? Qu'est-ce qu'elle a représenté d'abord dans toute votre carrière de footballeur? Vous savez, le footballeur professionnel a beaucoup besoin de sa femme, de son foyer. Généralement, les footballeurs font une vie un peu d'ermite. Hein. C'est des gens qui ne sortent pas beaucoup, qui voyagent pour aller jouer. Quand ils reviennent, ils sont à la maison. Ils ne sortent que pour aller à l'entraînement, pour aller au match. Généralement, ce n'est pas des gens qui sortent beaucoup. Donc, ils sont obligés d'être bien avec leur famille. Et contrairement à ce qui peut se passer en Afrique, où les joueurs sont amis, ils se voient tout le temps. Bon, ici, il faut dire aussi que les gens sont amateurs. Ils font beaucoup moins de matchs que les pros. Mais chez les pros, il n'y a pas tout à fait cette convivialité qui permet aux gens de se voir souvent, de causer. Les gens se voient à l'entraînement, ils se voient en déplacement, ils font leurs matchs, ils font des accolades, mais après, dès qu'ils retournent chez eux, ils ne se voient plus. Voilà. Oui. Donc la famille prend une grande importance dans ce cas-là. Et vous avez parlé de vos 2 filles tout à l'heure? Oui, effectivement, j'ai eu 2 filles. Une qui est née à Marseille, l'autre est née à Valence, en Espagne. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des filles qui ont très bien travaillé, qui ont fait de grandes écoles aux États-Unis. Il y a une qui travaille en France, l'autre travaille aux États-Unis. Je pense que de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que les filles qui ont beaucoup travaillé. Sinon, bon, la Malienne a été à l'école française, elle a été à l'école arabe et elle a une civilisation un peu arabophone, un peu, hein, parce que elle prie, elle respecte ses parents, elle respecte son mari, elle peut prendre des initiatives, mais avant, elle veut toujours le faire avec l'accord de son mari. Bon, en Occident, c'est un peu différent, où les femmes ont une autre manière de vivre, elles prennent des décisions, des fois, sans même l'avis de leur mari. Et évidemment, bon, ma femme ayant vécu en Europe, bon, elle a un comportement un peu à l'européenne. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, Salif Keita reconnaît que le football lui a beaucoup apporté et qu'il a eu une carrière bien remplie. Mon carrière, je pense qu'elle a été riche. Elle a été riche, bien qu'elle aurait pu l'être encore beaucoup plus, compte tenu de mes qualités intrinsèques.
Mais j'ai fait une bonne carrière en Afrique, malgré que j'ai perdu 3 ou 4 finales. J'ai fait une bonne carrière avec le Real, avec l'équipe nationale. À Saint-Étienne aussi, ça s'est très bien passé. J'ai gagné des titres de champion de France. J'ai gagné des Coupes de France. J'ai marqué beaucoup de buts. Après, je suis allé à Marseille. Ça n'a pas été tellement ça à cause du comportement d'un certain nombre de supporters qui avaient voulu que je prenne la nationalité française et que j'avais refusé et qui m'avaient pris en grippe. En dehors de ça, bon, à Valence, on a passé de très bons moments. Bon, malgré que j'ai été gravement blessé là-bas, aux adducteurs, j'étais presque perdu pour le football. Mais on m'a opéré et puis à Lisbonne, c'était vraiment très bien également. J'étais presque en fin de carrière à Lisbonne, donc le football n'était plus quelque chose qui me tracassait. Et justement, après 3 ans à Lisbonne, je suis allé aux États-Unis où j'ai fini ma carrière. Là aussi, c'était très agréable parce que les États-Unis, vous connaissez, c'est un pays qui est grand, qui est très différent de ce qui se passe ailleurs. Beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Mais depuis là, vous ne parlez pas de vos contrats, des différents contrats que vous avez signés. Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent dans le football? Tout est relatif. Vous savez, le monde a changé. Ça, on parle d'il y a 30 ans. 30 ans. Et à l'époque, au départ, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent quand j'étais à Saint-Étienne. Mais quand j'ai décidé de signer mon premier contrat à Saint-Étienne, j'ai eu de l'argent. Relativement, vous savez. Après, quand je suis allé à Marseille, je pense avoir eu de l'argent également. Des millions? Oui, je crois des millions, pas des milliards. Bon, à Valence aussi, c'était très bien. Et puis à Lisbonne, c'était bien aussi. Et aux États-Unis, c'était pas mal non plus. Alors vous décidez donc de rentrer au pays? Oui, j'ai décidé de rentrer au pays. Et quand je suis arrivé, j'ai décidé moi-même de faire une année sabbatique parce que ça faisait 20 ans que j'étais parti. Je reviens, j'étais fatigué un peu, puis je voulais voir ce qui se passait ici. Après l'année sabbatique, je suis rentré dans une banque, dans la section marketing, pour être un peu public relation de la banque. Je travaillais là-bas pendant 2 ans. Comme tous les Africains qui ont vécu à l'extérieur, quand je suis venu, j'ai eu des problèmes de réadaptation. Vous savez, l'Afrique n'est pas prête à recevoir ces enfants qui sont à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a presque pas de structure des fois. Vous savez, quand un garçon a fini ses études de médecine ou de comptabilité ou bien, que puis-je dire encore, quel que soit le métier, quand il revient, il a des problèmes. Il y a des problèmes d'abord parce qu'on va lui donner un salaire qui est 15 fois moins, 20 fois moins que ce qu'il aurait pu avoir dans son pays d'adoption. Bon, il doit se loger, il doit aider ses parents et donc il a des problèmes. Et il y a des fois, il n'y a même pas de structure pour l'accueillir. Il se trouve dans un hôpital où il n'y a pas de matériel. Bon, c'est ce qui arrive aussi avec les footballeurs. Les footballeurs reviennent. Bon, eux, ils ont un peu d'argent avec eux, mais ils ont passé des années à jouer au ballon, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils peuvent faire. Ils pensent à la conversion, mais à ce qu'ils peuvent faire après leur carrière, parce que quand on joue au ballon, on ne peut pas s'arrêter pour dire bon, je vais m'arrêter 1 an, je vais commencer le business, après je reprends, tout ça. Donc on ne peut attendre que la fin de sa carrière. Et quand on arrive, on voit qu'on doit tout commencer à zéro.
Après s'être battu pendant des années sur les terrains de foot, Salif Keita, de retour au pays, a d'abord pris une année sabbatique avant de se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur depuis des années. La construction sur les bords du fleuve Niger à Bamako d'un hôtel de classe internationale. C'était un hôtel qu'on a fait pour plutôt attirer la clientèle européenne parce qu'on n'a pas voulu faire un hôtel en hauteur. On a fait un hôtel avec des bungalows, ce qui plaît beaucoup aux Européens et aux Américains. Et on est au bord de l'eau, donc on a dit on va en profiter. On a fait un restaurant sur le pilotis que les gens aiment beaucoup. On a des salles de conférence un peu ici. On a 2 salles de conférence. On a une piscine qui est agréable, que les gens aiment. Et je pense que je peux être satisfait de ce qu'on a fait. Oui, le coût de l'opération? Le coût de l'opération, à l'époque, ça nous a coûté 1,3 milliard de francs CFA. J'avais, en tant que président, en tant qu'initiateur, évidemment, j'ai fait appel à des capitaux, par exemple des banques, et j'ai mis, moi, ce qu'il y avait à mettre, et les banques ont contribué aussi. Et c'est pour ça que l'hôtel est devenu comme ça, parce que 1 milliard, il y a une quinzaine d'années, c'était difficile. 1,2 milliard, c'est très difficile à l'époque. Oui. Mais est-ce que la conversion a été facile? Vous avez pris une année sabbatique? Bon, j'avais déjà, avant de partir de Boston, j'avais dit que j'allais prendre une année sabbatique parce que j'étais plutôt fatigué par mes déplacements à Boston. Je ne vivais pas à Boston, on était à une vingtaine de kilomètres de Boston et je descendais tous les matins avec la neige, avec le froid qu'il fait à Boston. Je descendais mes enfants à l'école, moi-même j'allais à une école différente, on n'avait pas les mêmes heures et j'étais obligé de les attendre souvent à la bibliothèque, souvent dans un café, souvent dans la voiture, il fallait les remonter après. Bon, ça m'avait beaucoup fatigué, et moralement et physiquement. Donc je me suis dit à Bamako, en venant, je vais bien me reposer pendant 1 an. Voilà. Vous avez également été ministre? Oui, j'ai été ministre parce que bon... Comment ça s'est passé? On vous a appelé, on vous a proposé? Non, on ne m'a pas appelé, on m'a proposé. J'ai appris par les gens qui m'ont appelé le jour où j'ai été désigné. Je dormais même. Les gens m'ont appelé pour me dire que j'étais ministre. Je ne savais pas quelle fonction j'avais. J'ai dit quel ministre je suis. Il y en a qui m'ont dit, bon, ils ne savaient pas exactement comment dire, puisque c'était un ministère un peu compliqué à dire. C'était ministre chargé de mission auprès du Premier ministre. Alors donc, c'était, bon, au départ, essayer d'expliquer la situation du Mali aux pays européens surtout. Et j'ai donc fait quelques voyages en Europe. Et après, vous avez accepté sans condition? Ben, je ne pouvais pas refuser de toute façon, sans condition. Bon, c'était un moment excitant. Vous savez, 26 mars, c'est quelque chose dans la vie du Mali. Donc, avoir la chance de faire part des gens qui ont quand même élaboré la constitution, la future constitution du Mali, des gens qui ont préparé la démocratie pour que Alpha, ou le premier président, soit élu démocratiquement, qui a été Alpha. C'est la transition qu'il a fait, c'est la transition qui a fait aussi beaucoup de choses pour le futur du Mali. Vous avez joué un rôle important à cette période-là? Non, je n'ai pas joué, j'étais ministre, chargé de mission auprès du Premier ministre. Je le voyais tous les jours, on faisait des réunions ensemble. Il y a certains conseils que j'ai pu lui donner et je pense que c'était un moment excitant dans ma vie. Oui, et puis ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté, je suis retourné chez moi. Comme j'avais ce projet-là,
et j'étais encore sur le chantier tous les jours. Et ça ne vous a pas donné des ambitions politiques? Non, franchement, Donc aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé? non, aujourd'hui je ne pense pas à ça. Oui, on peut dire que Salif Keita a réussi son après-football. Mais l'homme est généreux et se soucie du bien-être de tous. Surtout ceux qui, comme lui, ont couru pendant des années derrière un ballon de football. Pour aider un peu les footballeurs africains, on devrait réhabiliter un peu le métier d'entraîneur parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui auraient pu être entraîneurs en Afrique. Mais comme le métier est mal payé, le métier n'est pas respecté, les Africains un peu le fuient. Mais le jour où on pourra réhabiliter le métier d'entraîneur, je pense qu'on aurait eu des gosses, des gens comme Mila, comme Abedi Pelé, comme Basile Boli, comme Crimo, comme Boubacar Sarr, comme Antoine Bell, comme Kono, comme tant d'autres footballeurs, devenir entraîneurs, soit des clubs, soit des équipes nationales. Oui, mais est-ce qu'un bon joueur peut forcément être un bon entraîneur? Mais vous savez, en France, en tout cas, il y a pas mal d'anciens joueurs qui sont entraîneurs. Tous les entraîneurs qui sont en France, qui sont en Europe, sont des anciens footballeurs. Tous ne réussissent pas. Il y en a pas mal qui réussissent. J'ai dit bien donc que si, disons, 30 Africains deviennent entraîneurs, il y a peut-être 2, 3, 4 qui l'abandonneront parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais le reste restera. Donc, moi, mon souhait, c'est que la CAF crée une école d'entraîneurs quelque part en Afrique pour que les Africains puissent se former là-bas et avec cette licence, ils pourront entraîner éventuellement n'importe où en Afrique. Et que pensez-vous de la prolifération des entraîneurs expatriés aujourd'hui dans les pays africains? Bon, je pense qu'il y a de bons entraîneurs, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui amènent des choses positives, il y en a bon, qui sont là en aventure. Donc on ne peut pas quand même les mettre dans le même sac. Je pense que il y a d'autres qui méritent, il y a certains qui méritent d'être là, mais il y en a d'autres qu'on devrait pouvoir remplacer par les locaux. Et quel regard vous posez aujourd'hui sur l'argent dans le football professionnel? Moi, ça ne me gêne pas du tout. Vous savez, le métier de footballeur dure au plus 20 ans. Après, on a fini à 30 ans, 35 ans. Et quand on a la chance de vivre jusqu'à 80 ans, vous avez 50 ans à vivre. Vous allez vivre sur ce que vous avez eu quand vous avez 30 ans. Donc, il faut trouver d'autres moyens, de ressources, ou bien il faut bien investir. Et comme on n'a pas tous la chance de bien investir, des fois, ça fait du mal. Et qu'est-ce que le football vous a apporté dans la vie? Vous lui devez beaucoup? Je lui dois tout. Le football, dès mon jeune âge, très jeune, quand j'étais pionnier, j'étais connu à Bamako. Très connu, même à Bamako. Et puis ça a continué, connu en Afrique, connu en Europe. Puis chez moi-même, j'ai connu beaucoup de cultures. Culture africaine, culture française, culture espagnole, portugaise, américaine. J'ai rencontré des gens intéressants, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris des langues. Je n'ai plus de problème de langue parce que je peux me déplacer partout dans le monde. Si je vais en Amérique latine, je peux parler portugais et espagnol avec les gens. Si je suis aux États-Unis, en Asie ou quelque part, je peux parler anglais avec les gens, ou français avec les gens. Et quand je suis en Afrique, c'est pareil. Donc le football m'a beaucoup apporté. Le football a changé aussi ma vie sociale. Ça m'a permis d'avoir un peu d'argent, qui m'a permis
d'investir, de faire cet hôtel, de faire le centre de formation. Je pense que je ne peux pas être ingrat envers le football et le bon Dieu. Oui. Mais est-ce que les Maliens vous ont rendu tout ce que vous leur avez donné? Ils ont été reconnaissants? Il y en a qui l'ont été. Vous savez, nul n'est prophète dans son pays. Hein. Il y a des gens qui m'ont rendu ce que j'ai pu donner au football malien. Il y en a qui l'ont reconnu. Bon, il y a des gens qui sont contre. Bon, il y en a qui disent Salif n'a pas apporté, n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Bon, vous savez, la Coupe d'Afrique, on ne l'achète pas. Hein. On la joue. Bon, si on a la chance, on la gagne. Sinon, on la perd. Nous, on avait la chance de gagner la Coupe d'Afrique à Yaoundé. On était intrinsèquement le meilleur, mais on a été battu par le Congo. Bon, quand on a éliminé le Zouala en Coupe d'Afrique avec le Real, on avait gagné le match retour ici à la finale contre le Stade d'Abidjan. On perd 4-1. On perd 4-1 à Abidjan, ça aussi. Bon, donc, vous savez, bon, il y a des gens qui ramènent ça. Il y a des gens, tout le monde, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Vous savez, même le Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Vous savez, il n'y a pas tout le monde qui aime le Christ. Donc, est-ce que Salif Keita ne veut pas demander ce que le Christ n'a pas eu? Avec du recul, quels sont les joueurs qui vous ont vraiment marqué dans votre carrière? Bon, il y a d'abord les Africains. Bon, l'un des premiers, c'est quand même Mbappé, qui était grand, costaud. Et je me demandais comment il faisait pour jouer, mais il était très adroit. Il avait une belle frappe de balle et il était technique en plus. Bon, il y a Suleiman Chérif de Guinée, il y a Laurent Pokou, il y a évidemment Roger Mila, il y a Nkono comme gardien de but et Antoine Bell même aussi. Et il y a le Sénégalais Matarnian qui est décédé malheureusement. Il y a maintenant avec ceux qui jouent en Europe, il y a Georges Weah, il y a beaucoup d'autres jeunes africains qui sont en train de briller. Et pour ce qui concerne les étrangers, bon, il y a Pelé, il y a Cruyff, il y a Maradona, il y a Zidane, évidemment, il y a Platini. Il y a pas mal de joueurs qui m'ont impressionné. Je pense que le football est assez varié et chacun a le temps de trouver ses vedettes. Vous avez été professionnel pendant des années. Aujourd'hui, vous encadrez les jeunes. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans le professionnalisme, dans le football en général? Moi, je pense que on ne se lance pas dans le professionnalisme. Le professionnalisme vient en vous. Si vous êtes vraiment doué, ça se saura. Et quand on a de la chance de participer à des compétitions maintenant, au niveau des cadets, au niveau des jeunes, au niveau même des juniors, des seniors, vous voyez, il y a beaucoup de recruteurs. Si on est bon, je pense qu'on se fait remarquer. Ce que je peux dire maintenant, il faut être sérieux, parce que le football ne dure que 20 ans. Au maximum, il faut vivre son temps, il faut vivre ça intensement, il faut vivre ça sérieusement. Je crois que c'est quelqu'un qui a dit que chaque instant de notre vie est irremplaçable. Donc, pour ne pas avoir de regrets, il faut vivre sa vie quand elle vient comme il le faut. Parce qu'on ne revient pas en arrière. Un jour, Baté nous a dit Saint-Étienne marchait très bien. On avait fait le doublé une fois, on a fait 2 fois, la 3e fois, on était en tête du championnat et on avait battu Lyon. L'aller, on l'avait battu au retour. Ils avaient mis des scores fleuves, on les avait battus chez eux 7-1, on les avait battus chez nous 6-0.
Et mais on est tombé sur Lyon en Coupe de France. On les a battus chez nous 2-0. Bon. On devait, en principe, on avait les moyens de se qualifier à Lyon. Mais malheureusement, on est parti parce que les gens avaient mal préparé le match. On s'est fait battre. Ils nous ont battu 3-0. Je crois qu'ils avaient même marqué un quatrième but que l'arbitre a refusé. Et c'est Dinalo qui avait marqué les 3 buts. Quand on était dans le bus au retour, bon, les gens n'étaient pas tellement affectés. Batteux nous a dit, le football, vous savez, ça dure un temps. Quand on a la chance d'être champion plusieurs fois, on saisit cette chance parce que ça ne revient pas en arrière. Quand on a la chance de gagner 10 Coupes de France, il faut tout faire pour les gagner. Sinon, un jour, vous le regretterez. Effectivement, l'année d'après, Saint-Étienne a couru après le championnat. Après, il a couru après la Coupe. Il est resté longtemps avant de gagner quelques compétitions que ça. Donc, c'est ce que j'ai dit aux jeunes. C'est-à-dire, vous avez la chance d'être professionnel, profitez-en. Respectez ce football, respectez vos adversaires, jouez quand l'occasion se présente. Si vous avez la chance de rentrer dans une équipe, battez-vous pour rester, pour y rester. S'occuper des jeunes, voilà, un vieux rêve de Salif Keita. Et ce rêve est devenu réalité en 1994 avec la création du CSK, l'école de football Salif Keita. J'ai créé le centre parce que j'avais des objectifs, parce que j'avais déjà proposé à la fédération malienne, quand j'étais directeur technique, j'avais dit à la fédération malienne de faire de la formation. Mais vous savez, ici, les gens veulent des résultats immédiats. À l'époque, je n'ai pas été compris. Ils avaient comme objectif, leur objectif était pour moi quelque chose qui n'était pas valable. Ils avaient comme objectif la Coupe Cabral, une coupe sous-régionale. Amical Cabral. Amical Cabral. Pour moi, le football malien devrait regarder ailleurs, c'est-à-dire avoir comme ambition la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, etc., etc. Alors, comme on ne s'est pas mis d'accord, je suis parti. Et pour prouver que je pouvais avoir raison, donc j'ai créé mon centre, qui a été quand même un peu le précurseur, le détenteur un peu de l'évolution du football malien. Parce qu'il y a une dizaine d'années, quand on voyait les matchs ici, on fermait les yeux, il n'y avait que des coups de pied à la balle, il n'y avait pas de football. Pour nous présenter un peu le centre. Bon, le centre est né en 1994. Il est situé à Yirimajo, pas loin du grand stade de Simas. Je suis là-dedans avec 4 ou 5 autres dirigeants. On a 200 gosses, on a 4 entraîneurs. Des fois, moi, je suis le directeur technique. Il y a des entraînements que je fais avec les gosses pour ce qui concerne, par exemple, les coups francs, les jeux devant les buts, et puis les reprises de volée, quelques exercices. Il y a des exercices que moi je prends en main, mais le reste confié aux entraîneurs. Et comment vous les recrutez, ces jeunes enfants? Ils sont internes, externes, ils vont à l'école? Pour le moment, ils ne sont pas internes parce qu'on attend de présenter un cahier de charge à la fédération ou au gouvernement, parce que vous avez bien vu, on a les infrastructures pour héberger les gens, on a tout, mais vous savez, ça coûte cher. On veut faire sport-études. Pour faire sport-études, il faut quand même que l'État fasse quelque chose. Et donc, vous m'avez demandé comment on faisait nos recrutements. Nous, on ne va pas dans la rue chercher les gosses, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas une bonne politique. Les gosses dans la rue peuvent être de bons joueurs, mais ils
peuvent ne pas être ambitieux. Nous, on pense que les gens qui viennent vers nous, les jeunes qui sont sûrs d'eux-mêmes, viennent vers nous, c'est eux qui sont ambitieux, c'est eux qui veulent réussir. Donc, on a eu la preuve quand même dans l'équipe nationale qui joue la CAN, on a quand même, dans le groupe, on a 8 joueurs et constamment, depuis le début de la saison, on a eu 5 joueurs ou 4 joueurs qui ont joué tout le temps. Ah, quel est l'objectif du centre de vendre les joueurs à l'étranger ou alors ils ont des débouchés sur place? On a beaucoup d'objectifs. Le premier objectif d'abord, c'était essayer de transformer le football malien. J'ai dit que ça ne jouait plus au plan, le ballon. Ouais. Nous, on est venu avec nos passes courtes, un peu comme l'équipe nationale le fait en ce moment. Vraiment la technicité au milieu de terrain et puis désaxer les gens pour marquer les buts. Ça, c'était notre premier objectif. Changer le style du football malien. Deuxième objectif, encadrer les jeunes, les corriger, leur faire un plan de carrière et si possible, leur trouver des clubs pour ceux qui sont vraiment forts et ceux qui veulent devenir professionnels. On y est arrivé, on a quand même à peu près une quinzaine de joueurs à l'extérieur, dont quelques-uns qui sont là pour la Coupe d'Afrique, mais ceux qui ne sont pas là sont plus jeunes, sont cadets ou juniors, mais je pense que dans l'avenir, eux aussi vont rejoindre l'équipe nationale et je pense que ça va être le neige. L'équipe du Mali va être une équipe qui va être souvent présente dans les compétitions africaines. Et ces jeunes-là, ils n'ont rien à débourser? À débourser, non, quand les gosses viennent à 13 à 14 ans, ils donnent quand même quelque chose de forfaitaire de 5 000 francs à la signature, à l'inscription et puis 1 000 francs par mois. Ça, c'est pour que la chose ne soit pas gratis. Donc c'est symbolique, ce n'est rien. Mais maintenant, quand ils viennent en équipe première, parce que nous, on joue en première division, quand les gosses viennent en équipe première, nous, on leur paye maintenant des primes, on les fait déplacer, on a un bus que vous voyez, on va les chercher, il y a des points nommés où on va les chercher, on les amène à l'entraînement, et puis on les dépose chez eux. La nuit, ils vont à l'école. Pour ceux qui ont des problèmes d'école, on s'en charge. On a payé les études de beaucoup de gosses. Pour ceux qui ont des problèmes de déplacement, on leur paye des mobilettes, etc. Et on leur donne aussi des primes, mais on ne leur donne pas de salaire. Oui, est-ce que le club a des sponsors? On a eu des sponsors, on a été surtout en partenariat avec Marseille. J'ai dit que pendant quelques années, ça allait bien. Bon, maintenant, on a coupé ces partenariats et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est sport-études. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et je pense que l'État malien jouera son rôle. Et est-ce que l'État est réceptif quand même? Je pense qu'il va l'être. Après la CAN, là, je pense que l'État va l'être. Est-ce que vous avez d'autres ambitions ou d'autres projets au plan sportif? Oui, moi, j'aimerais être champion du Mali et puis un jour jouer les Champions League et, si possible, être parmi les grands d'Afrique un jour avec le CSK. Ça, c'est mon souhait, ça. Vous jouez encore parfois les dimanches? Oui, je joue avec les anciens de mon âge. On est de Coulon. On ne court pas beaucoup, on s'engueule souvent quand on fait les mauvaises passes, on triche un peu, c'est rigolo, mais c'est intéressant. Alors, que devons-nous retenir? Que Salif Keita est un homme bien riche aujourd'hui? Salif Keita est quelqu'un qui est revenu dans son pays, qui a eu beaucoup de problèmes à s'y réadapter, qui a connu beaucoup de problèmes, comme tout Africain qui revient dans son pays. Mais sinon, en dehors du sport en général, quels sont vos passe-temps favoris? Moi, j'aime beaucoup jouer au boule. Depuis que je suis gosse, je joue à la pétanque. C'est bien marseillais, ça?
c'est marseillais, mais nous on l'avait fait déjà beaucoup avant que je parte à Marseille. Évidemment, quand j'étais à Marseille, de temps en temps, j'allais avec mon ami Feu Yansane, qui était le kiné de Marseille. On allait jouer à la pétanque. Et j'aimais aussi jouer aux dames. Maintenant, je ne joue plus aux dames, mais j'aimais beaucoup jouer aux dames. Et la musique? La musique, j'aime beaucoup la musique africaine. J'aime beaucoup la musique guinéenne, la musique malienne. J'avais un favori, Camille Briand, chez vous, que j'écoutais beaucoup quand j'étais à Saint-Étienne avec Frédéric Noumbé. Et je connaissais presque toutes les chansons de Camille Briand. Et j'aime bien la musique congolaise également. Et j'aime des chanteurs comme Youssou N'Dour, comme Alpha Blondy, comme Papa Wemba, comme Salif Keita, etc., etc. Vous aimez des chanteurs engagés, des grands paroliers? Non, j'aime les chanteurs. Je pense que, bon, quand on a la chance d'être connu comme le footballeur, comme les chanteurs, tout ça, on doit avoir quand même une éducation politique. On doit pouvoir donner une certaine idée de l'Afrique à ceux qui nous écoutent. Je pense qu'on ne peut pas être là, ne pas dire je ne fais pas de politique. Moi, je pense que quand on est leader d'opinion, comme le sont souvent les stars, les vedettes, je pense qu'ils se doivent au moins d'éduquer les gens qui les écoutent, les gens qui les aiment. Parce que être leader d'opinion, c'est être quelqu'un de responsable. Et le cinéma? Le cinéma, ben, quand j'étais gosse, j'allais beaucoup au cinéma. Quel genre de film? Ben, quand j'étais gosse, c'était les westerns qui m'intéressaient. Mais maintenant, j'ai des difficultés à regarder un film pendant 2 heures. Je préfère les films, les téléfilms là, qui durent, les séries qui durent 1 heure. Là. Ça, même quand on n'a pas pris le début, quand on vient au milieu, on sait ce qui se passe. Et puis, mais je n'aime pas rester 2 heures devant la télé pour regarder un film. La lecture? Ah, je lis beaucoup. Je lis surtout quand je me couche. Je n'ai jamais pu dormir sans lire. Votre livre de chevet? Mon livre de chevet, actuellement, c'est un livre sur Mendes France. Pourquoi Mendes France? Vous êtes socialiste? Non, Mendes France, c'est quelqu'un dont la vie peut servir d'exemple pour beaucoup. C'est quelqu'un qui est très intelligent, premier jeune avocat, premier jeune ministre, premier dans tout, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de donner le meilleur de lui-même parce qu'il était un peu mal aimé par les Français. Il a été souvent contré, il a souvent été combattu et il n'a pas eu la chance de mettre son intelligence totalement à la disposition du peuple français. Votre devise de vie? Ma devise de vie? Ben, honnêteté, courage et amour.